Avec Wine O'Clock, on prend beaucoup de plaisir à découvrir des vignobles belges et aujourd'hui, on va découvrir un concept particulièrement unique et exclusif en Belgique. Et il s'agit, Aurore, du domaine W. Et je pense que Maxime, maître de chai, va nous en dire un petit peu plus aujourd'hui. Tout à fait. On y va? On y va. Super. Bonjour Maxime, merci beaucoup de nous accueillir dans ce beau domaine. Nous sommes à Saintes, au domaine W. Alors, quelle est l'histoire de ce domaine? Alors, l'histoire est un petit peu particulière. C'est donc Sophie Wautier et Dimitri van der Heyden, son mari, qui avaient pour un projet, ce qui était de rénover cette vieille ferme familiale qui est là depuis plusieurs générations, qu'on verra par la suite. Créer un projet autour de cette ferme et ne pas rentrer dans une agriculture classique. Donc, d'où l'idée du vignoble. Dimitri, travaillant pour Danone auparavant, ils ont été mandatés, si je puis dire, en Autriche. Ouais. Et donc, l'histoire du vin et de la biodynamie, j'en parlerai aussi par la suite, en Autriche, c'est quand même assez importante. Donc, voilà, ils se sont déplacés en Autriche et là, ils ont acheté un petit lopin de terre, tout simplement. Et ils ont décidé d'y cultiver la vigne pour la première fois, donc de planter, faire une première petite récolte et pourquoi pas vinifier aussi par la suite. Et donc là est né le projet W. Ils ont tout de suite dit ok, c'est ça, le vin, ça rapproche, ça nous plaît, c'est quelque chose qui pourrait être en poupe par la suite aussi en Belgique. Et donc voilà, on va se lancer dans la vigne et créer un projet autour de ça. Et l'idée de cette ferme, du coup, est née à la suite de ce projet en Autriche. Donc la ferme était en ruine, si je puis dire. On va rentrer dedans tout à l'heure, vous allez voir que au final la route a été longue parce qu'il y a eu pas mal de travaux et autres pour remettre cette ferme à jour. Le chai a été construit et terminé en décembre 2019. Donc c'est très récent. En attendant, comme j'en parlerai aussi par la suite, les premières cuvées ont été vinifiées au vin de Liège en attendant la création du chai. D'accord, donc ce vignoble est très très récent. Voilà, il est très très récent. Les premières vignes ont été plantées en 2016. Le projet est né, a émergé de leur tête vers 2012-2013. Et donc ils ont planté les premières vignes en 2016. Donc il faut savoir que pour l'instant, le domaine W, c'est 8 hectares de vignes. 4 hectares qui ont été plantés entre 2016 et 2018. Et 2 autres hectares que l'on voit derrière nous. Et 2 autres hectares là-bas, derrière la ferme, qui ont été plantés l'année passée, en mai dernier. On va visiter un petit peu les vignes? On va visiter. Oui. Allons-y. Alors Maxime, tu nous l'as dit, on a ici 8 hectares de vignes. Les premières vendanges donc en 2018. Sur ces 8 hectares de vignes, on a les 3 cépages nobles champenois, le chardonnay, le pinot noir, le pinot meunier. Pourquoi ce choix en Belgique ? Alors exactement, c'est un petit peu particulier, mais déjà parce que, donc de nouveau par rapport au projet de Sophie et Dimitri, créer un projet qui rassemble, le champagne c'est un petit peu, donc le champagne l'effervescent, méthode champenoise, c'est non pas imposé à eux, mais disons qu'il y avait une certaine attirance pour ce produit aussi à la base. Donc les 3 cépages nobles champenois, donc c'est clair qu'on pourrait se dire en biodynamie, pourquoi avoir fait ce choix? C'est peut-être se mettre un petit peu des bâtons dans les roues. On ne nous donnait pas gagnant dans l'histoire. Au final, tout se passe super bien et on parvient à sortir un produit de grande qualité. Donc on est plus ou moins à 50% de chardonnay, 25% meunier et 25% de pinot noir. Très bien. Ce qui est assez unique en Belgique aussi. Donc en biodynamie, donc qu'est-ce que la biodynamie? Donc de nouveau, par rapport au projet de Sophie et Dimitri, ils ont regardé le cahier des charges en bio. Donc on connaît tous l'agriculture biologique d'une manière ou d'une autre. Et ils ont regardé le cahier des charges et ils se sont dit non, c'est pas assez. C'est pas assez, on veut faire plus pour l'environnement. La vigne, il faut savoir que c'est une monoculture, donc déjà de base c'est pas engendrer de la biodiversité que de s'appuyer juste sur la vigne. Et donc ils se sont dit, ben voilà, on veut un cahier des charges plus restrictif encore, donc ça c'est d'un point de vue complètement technique. Évidemment la biodynamie c'est aussi suivre, travailler en fonction du cycle lunaire et autres, ce qui fatalement nous a directement plu dans le projet. Pour toutes les personnes qui travaillent ici, c'est assez important. La biodynamie, donc se mettre des bâtons dans les roues pour sortir un produit de qualité, exactement. La vigne ici, en fait, le vignoble, il s'agirait de le dire quand même, c'est l'épicentre d'un projet un peu plus global et un peu plus grand. Donc c'est-à-dire que l'objectif ici, c'est de créer un lieu complètement résilient et une oasis dans le Brabant wallon, si je puis dire.
Donc on a par exemple des ruches, Ouais. on a énormément de prés fleuris, d'arbres fruitiers qu'on peut voir de l'autre côté tout autour des vignes. Et on s'essaye aussi fatalement à l'agroforesterie, c'est-à-dire qu'on va planter des saules au milieu de la vigne, des saules qui sont de véritables hôtels à insectes, Mhm. toujours dans le but de créer, voire recréer la biodiversité sur ces terres ici à Saintes. Il y a des projets de maraîchage sur les terres Bien. qui restent nues et donc toujours dans cet objectif de diversification. Donc, ça veut dire que dans cette ferme, on va pas trouver que du vin effervescent, mais d'autres Ouais. produits du coup liés à tout ce qui est développé. Exactement, donc les produits de la ruche pour l'instant essentiellement, donc fatalement le fait d'avoir des prés fleuris et d'avoir les abeilles aussi qui peuvent aller butiner un petit peu partout, c'est un gros plus. Fatalement on parvient aussi à sortir du miel et autres produits dérivés. Exact. Incroyable. Incroyable. On a vu les petits moutons aussi à l'entrée, donc je pense qu'ils ont aussi leur On rôle a dans le quelques petits vignoble, moutons. non? Alors pour l'instant ils sont 6 à Ouais. s'attarder sur quelques rangées de vignes, donc c'est un petit peu notre tondeuse naturelle. Ouais. À terme, fatalement, on essaye de développer un peu plus ce côté mouton tondeuse naturelle. Mhm. Donc il y aura à terme plutôt 30 moutons qui eux alors se gambaderont joyeusement dans la vigne C'est bien. tout en étant utiles. Ah, c'est chouette. C'est ça. Prenons soin de tout ça. Ouais. Exactement. Et tu parlais côté biodynamie, d'un point de vue traitement, comment vous travaillez et comment on définit un petit peu le moment des traitements que l'on va appliquer dans les vignes? Alors en biodynamie, donc toujours dans le but de se mettre des bâtons dans les roues, on a droit à des doses très minimales en termes de cuivre et de soufre, donc les deux seuls produits naturels qu'on utilise ici à la vigne. On a notre meilleur ami, à moi, Dimitri, chef de culture, c'est la station météo, Mhm. sur laquelle on va s'attarder bien. tous les jours. Et en période de travaux en verre, donc quand les vignes commencent à débourrer, Ouais, ouais. on va être sur cette station météo pour savoir quand traiter et à quel moment. Il faut savoir que ces traitements s'effacent au bout de quelques jours seulement, donc il faut Mhm. traiter vraiment au moment opportun et non pas trop avant, trop après, sinon on est dans le mal. Donc voilà, pour l'instant on croise les doigts, mais on n'a pas encore été touché par une quelconque maladie, un quelconque mildiou Mhm. ou oïdium qui sont bien connus pour être un petit peu Tout à les fait. ravageurs ici. Voilà, on est aussi sur 3 années très très bonnes, hein, il faut dire 2018, 2019, 2020, on a eu un très bon ensoleillement et autres. Pour l'instant, tout va bien à ce niveau-là et nos doses homéopathiques Fonctionne. fonctionnent Ça fonctionne bien. largement. Bah, c'est parfait. Alors en termes de biodynamie aussi, fatalement, il y a tous les traitements en biodynamie, donc Ouais. c'est-à-dire silice de corne, Bien sûr. bouse de corne aussi, donc qu'on va épandre en fonction justement de la météo aussi et de Mhm. l'apport qu'il pourrait avoir au cours de l'année. Voilà, Ça et le cycle lunaire fatalement toujours pris en compte dans Ça, tous nos traitements. C'est vraiment toute la précision de la biodynamie et toute la rigueur que ça impose. Exactement. Mais justement, pour avoir un bon produit au final, je pense que ça fait partie de la philosophie du domaine et je pense que c'est une belle philosophie justement. Ouais. Complètement Aurore. Donc comme tu le précises, c'est cette rigueur en fait. Ouais. La biodynamie nous pousse à une certaine rigueur, Ouais. ce qui fait que fatalement on va arriver à nos fins via cette rigueur imposée et voulue d'une certaine manière aussi. Très très bien. Un beau challenge, un beau projet. Bravo. Ouais. On poursuit On y notre va. visite. On poursuit notre visite et on Ok. suit le chemin du raisin. Allez. Donc Maxime, on était dans les vignes juste avant. Au moment de la vendange, les vendanges se font à la main. On l'a dit, c'est très important évidemment pour préserver et respecter un maximum le raisin. Et puis quand le raisin arrive ici au chai, on a ce magnifique pressoir qui est l'étape suivante. Comment ça fonctionne et est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Je Alors. pense que vous êtes le seul à avoir ce type de pressoir en Belgique en plus, Voilà, ce qui est plutôt complètement. génial. Donc comme tu l'as très bien dit, on vendange à la main Mm. dans le but de respecter un maximum la vendange pour qu'elle nous arrive entière. Donc on Super. travaille en grappe entière Ouais. et on va donc mettre directement les 4 tonnes de raisin, une fois toutes récoltées, dans ce pressoir vertical champenois. Super. Donc ici c'est un pressoir coquard, c'est un petit peu la Rolls-Royce en termes de pressurage. Ouais. Il faut savoir qu'énormément de vignobles travaillent sur des pressoirs pneumatiques classiques, qui est très automatisé et autres. Ouais. Ici, on est sur quelque chose d'un peu ancestral, si je puis dire. Donc, c'est-à-dire qu'on va dispatcher les 4 tonnes dans le pressoir, on va rabattre les oreilles et il y a le plateau qui, tout simplement via un piston, va descendre. Le pressurage va durer 3h30. D'accord. On a une surface de pressurage énorme, ce qui va nous permettre de sortir des jus hyper clairs et Ouais. pouvoir travailler un super produit par la suite. Donc il faut savoir qu'ici on travaille donc sur aussi du meunier et du pinot noir, Ouais. d'où les vendanges manuelles. Si Ouais. on commence à triturer la vendange, on va extraire de la couleur de ces peaux qui sont noires.
Donc ici, le but, c'est vraiment de les presser de manière très très douce pour en tirer un minimum de couleur Tout à fait. et garder cette fraîcheur et cette acidité qui caractérise un petit peu l'effervescent. Ça demande un peu de main-d'œuvre aussi. Ça demande un petit peu de main-d'œuvre. Alors c'est pour ça que la question s'est posée, Eh est-ce oui. qu'on part sur un pneumatique ou est-ce qu'on part sur un pressoir coquard? Et puis voilà, on s'est dit qu'on ne manquait pas forcément de main-d'œuvre, j'y viendrai par la suite, mais en termes de main-d'œuvre, on a tout ce qu'il faut. Et donc fatalement, entre chaque cycle de pressurage, le plateau va remonter. Et il va falloir homogénéiser cette vendange, Ouais. parce que fatalement, sinon, on aura juste le dessus qui aurait été pressé et le dessous. Bien Donc, sûr. on a quand même envie de presser la totalité des Bien 4 sûr. tonnes, fatalement. Et donc, voilà, il va falloir remuer, homogénéiser cette vendange pour retirer encore un peu plus de jus par la suite. Une fois que tout ça est pressé, on a du jus, On a du jus. ça part en cuve, ça part en barrique. Voilà, exactement. Donc ici, on est plutôt sur 70% en cuve et Ouais, 30% d'accord. en barrique. Donc le jus va s'écouler dans cette mets qui est réfrigérée. Ok. Alors ça, j'en ai peut-être pas parlé, mais quelque chose dont Dimitri a retenu de son passage chez Danone, c'est que la chaîne du froid est très très importante. Tout à Donc fait. les premières vendanges qui sont vendangées le matin sont stockées dans une autre pièce qui, elle, est thermorégulée. Ouais. Et donc, en fin de matinée, on va tout mettre dans le pressoir. Le jus va s'écouler dans cette mets réfrigérée et va être dispatché donc, dans les cuves pour qu'elles entament leur première fermentation. On parlera de la deuxième fermentation par la suite. Pour faire donc, cette première fermentation dans des cuves qui elles-mêmes aussi sont thermorégulées Tout à via fait. des matelas réfrigérants. Tout à fait. Première fermentation donc, se lance et après, donc une partie en cuve, une autre Une partie, partie en en barrique. barrique et la deuxième fermentation va se faire En bouteille. en bouteille. Exactement. C'est un petit peu comme pour la bière. Ouais, ouais, ouais. Donc on va rajouter à ce moment-là des levures de nouveau en bouteille Mhm. quelques mois plus tard après un élevage soit en cuve, soit en barrique. Et donc voilà, comme tu l'as très bien dit, deuxième fermentation en bouteille. On n'a pas le petit dépôt de levure comme dans la triple Westmalle. Ouais, On verra aussi pourquoi. ouais. Mais donc en effet, rajout de levure, rajout de sucre après en bouteille. Et ça rebulle. Non, Ouais, on c'est n'a très pas bien. un gros soda stream, donc Non, 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 non. Ah, c'est pas comme ça que ça marche. hein. c'est pas comme ça que ça marche, malheureusement. Non, non. On peut aller voir peut-être? Allons-y. Donc là, on l'a vu, 30% du vin est élevé en barrique. On y est. Pourquoi justement ce choix et qu'est-ce que ça va apporter justement le fait de passer le vin en barrique par rapport à la cuve inox? Quelle est la différence un peu entre les deux et l'apport Alors, bénéfique ou pas? la grosse différence, et nous, ce qu'on recherche essentiellement au domaine W, c'est la micro-oxygénation. Ouais. Donc, c'est-à-dire que le vin qui est contenu dans la barrique va être en contact avec son milieu extérieur, parce que la barrique est poreuse. Donc, il n'y a pas des trous dedans, mais il y a Mhm. des très petits trous Oui. dedans qui va avoir un contact avec l'air Oui, qui va permettre à c'est certains poreux. arômes de se développer. Exactement. Donc ça, c'est le premier apport. Alors fatalement, une barrique neuve va apporter plus qu'une barrique de 2-3 vins. Il y aura encore Évidemment. énormément d'arômes liés à la chauffe, qu'elle soit lente, Mhm. courte. Après, ça, c'est encore tout un métier, tonnelier. Mais donc voilà, nous, ce qu'on recherche essentiellement, c'est la micro-oxygénation et le développement des arômes qui va être complètement différent que dans une cuve inox. Alors là, vous vinifiez chaque cépage séparément dans des barriques différentes aussi, c'est bien ça? Exactement. Donc dès le pressurage et dès la vendange, fatalement, on sépare les 3 cépages. Il faut savoir qu'ici, on a plus ou moins 18-19 lots. Alors quand je dis lot, un lot c'est une barrique, Oui. c'est une cuve, et qui vont être toutes vinifiées séparément parce qu'elles ont un apport complètement différent. L'objectif est d'avoir toujours un maximum de levier pour nous pendant l'assemblage en fait. Donc essayer de prendre les meilleures caractéristiques de chaque vin pour assembler un produit final qui nous convient et qui convient aussi à tout le monde. Et à quel moment va-t-on assembler alors? Une fois que le vin sera Alors, élevé séparément? Donc, Une fois que première tout sera terminé? fermentation en barrique ou en cuve comme on l'a vu. Ouais. Après, on va réaliser l'assemblage L'assemblage. désiré et on va mettre en bouteille. Et c'est en bouteille qu'aura lieu la deuxième fermentation. La deuxième fermentation, exactement. Donc on a derrière nous quelques bouteilles de 2019 qui ont terminé leur deuxième fermentation. Après, ces bouteilles vont être remuées pour homogénéiser les levures mortes à l'intérieur, Tout à fait. pour après être gerbées. Et donc là, on va extraire les levures mortes Ouais, et après y rajouter la liqueur d'expédition. c'est ça. parce Et là, qu'on ça va aura être le perdu. dosage final Le dosage qui final. chez vous de est la quand bouteille. même
très faible. Exactement, voilà. Donc le dosage, c'est quoi? C'est l'ajout d'une liqueur et donc de sucre. De Donc, sucre, oui. c'est la dernière étape en fait, Ouais, c'est le dernier moment sur lequel on peut jouer sur notre vin. Ici, en fait, on peut associer le dosage, disons pour la métaphore, comme le sel en cuisine. Nous, on a jugé que notre plat ne manquait pas de sel. C'est une belle métaphore. Hein. Voilà, exactement. Et donc, ben voilà, en fait, c'est le fait d'avoir énormément de meuniers, énormément de pinot noir qui vont faire que en fait, ça complexifie directement un petit peu plus notre produit final et qui ne nécessite pas donc d'ajout de sucre démesuré. Alors, démesuré sur des champagnes classiques, on est plutôt aux alentours des bruts, qui sont plutôt au-dessus de 7 grammes par litre. Ici, on est par exemple à 1,8 grammes par litre, et donc considéré comme brut nature. Tout à fait. Ok. Quelle différence entre ce gros foudre et les plus petites Alors, l'impact de la barrique sera moins important sur le foudre, en fait, parce que fatalement, ici, on a le vin est plus en contact avec le bois. Ici, il l'est un peu moins. Un foudre, si on le garde plus longtemps, donc c'est un contenant, on le considère comme une cuve en fait, avec la micro-oxygénation dont on parlait tout à l'heure. Ouais. D'accord. Parfait. Très bien. Très intéressant. Ouais, très très bien. On passe à une petite dégustation peut-être éventuellement. Avec grand plaisir. Super. Montons. Merci. Alors Maxime, on est dans le salon W avec une vue imprenable sur les vignes, c'est assez impressionnant comme vue. Alors je pense que le domaine W a un concept exclusif et particulièrement unique en Belgique. Quel est-il? Alors, donc, comme on l'a déjà dit précédemment, Sophie et Dimitri, c'était aussi ce côté rassembleur en ce qui concerne l'effervescent. Une autre chose qu'il faut savoir, c'est qu'en termes de financement, un vignoble, c'est un petit peu compliqué. On plante les vignes, on sort un premier vin, si tout se passe bien, 5 ans plus tard, au plus tôt. Et donc, il faut pouvoir investir avant. Et donc, ce que Sophie et Dimitri se sont dit, c'est, en fait, on va peut-être faire un système de pré-vente de bouteilles avec un système de membership. Donc ici, les gens, les 700 membres, ont payé entre 500 et 3000 euros pour rejoindre le Club W et être en fait, avoir un retour en bouteille sur 20 ans de la somme qu'ils ont mise. Donc c'est un petit peu comme un système de prévente, un crowdfunding déguisé. Avec tout cela, ces membres ont en fait le loisir de jouir de pas mal de choses. On organise pas mal d'ateliers vignerons où on va aller leur présenter par exemple le système de taille, les bourgeonnages et toutes les périodes un peu clés et phares dans la vigne et en vinification. Ils vont participer à ça, on va leur donner des cours théoriques et puis des cours pratiques par la suite. On organise aussi énormément d'événements comme les vendredis, pour un simple exemple, tous les premiers vendredis, du coup, tous les premiers vendredis du mois, ils pourront jouir de ce salon, apporter leurs bouteilles, leur nourriture, et à la bonne franquette, tout le monde se retrouve ici, tel un joyeux bordel, comme on dit. La grande famille W. Exactement, la grande famille W. Donc c'est un peu un vignoble participatif quelque part. D'une certaine manière, oui. On aime déjà être complètement transparent par rapport aux produits et donc ça nous permet de vraiment inclure les membres du club dans la conception de notre produit. Et donc comme par exemple pour le pressurage, on en parlait là tout à l'heure, et fatalement on a 700 personnes qui sont ultra motivées d'aller retourner, d'aller remuer ce raisin, que ce soit pour la vendange, en vinification et pendant l'année à la vigne. Et nous aussi, ça nous donne une force de frappe quand les temps sont durs assez importante. Et ce sont aussi ces 700 personnes qui participent aux vendanges. Voilà, exactement. On étale sur 7-8 jours les vendanges et il y a 50 membres qui viennent chaque jour. Bien motivés. C'est génial. Pour vendanger chez nous, exactement. Donc ça veut dire aussi qu'on ne retrouve pas votre cuvée en dehors du domaine. Non, fatalement. Vu que les gens ont déjà prépayé leurs bouteilles sur 20 ans, fatalement, en 2018, on n'avait que 2500 bouteilles. Toutes ces bouteilles
se sont retrouvées chez les membres. Alors ici, on a pu en sauver quelques-unes qu'on pourra déguster tout à l'heure. Mais en effet, donc 2018, 2500 bouteilles entièrement reversées aux membres, comme ils ont aussi la priorité sur l'achat de ces bouteilles. 2019, 10 000 bouteilles, on va pouvoir commencer à en vendre un petit peu ici. Et pour la cuvée 2020, on sera sur 20 000 bouteilles, où les 4 hectares rentrent plus ou moins dans leur totalité en production, pour pouvoir assouvir la curiosité de plus de monde, on l'espère. Donc 2019, c'est-à-dire les vendanges de l'année dernière qui seront mis en bouteille l'année prochaine. À partir de l'année prochaine. 2020, donc 2019 vont sortir en décembre. En décembre, et à partir de ce moment-là, il y aura peut-être la possibilité de commencer à acheter quelques bouteilles, voilà, vu que vous avez un peu augmenté la production alors. Exactement, voilà. Super. Patience, Ouais, patience et le mot d'ordre en termes de vigneronnerie, si je puis dire. Super. Quel beau concept en tout cas. Impressionnant à mettre en place et un beau travail de communauté, de grande famille. Voilà, Qui participe à un beau projet. C'était un petit peu l'idée qui a germé dans la tête de Sophie et Dimitri, justement, c'est le partage autour d'un bon produit et d'un chouette projet sur une oasis. Très bien. Bravo. Quelle bouteille du coup vas-tu nous proposer c'est la aujourd'hui? 2018, c'est la seule qui est terminée, Exactement. qui est commercialisée, si je puis dire, donc, aux membres. Écoutez, on va ouvrir tout ça et vous allez me dire ce que vous en pensez. Donc la cuvée s'appelle... C'est le Brut de Brabant. Brut de Brabant. Alors, petit mot sur cette cuvée. Donc, cette cuvée, elle a été vinifiée au vin de Liège. On n'avait pas encore de chai construit, tout simplement, pour pouvoir vinifier ici. Aussi, quelques autres particularités, c'est que la vendange était trop petite que pour séparer à l'époque les cépages. Donc, ils ont été préassemblés, si je puis dire, directement dans le pressoir. Okay. Donc, de nouveau, c'était quelques petits bâtons dans les roues, mais on retrouve un produit. Donc là, on retrouve quand même les 3 cépages. Exactement. Si on prend chaque cépage indépendamment l'un de l'autre, quelles caractéristiques chaque cépage va apporter au vin en termes de structure ou d'arôme peut-être? Ici, on est plutôt à un tiers en termes de cépage déjà. Mais fatalement, on a le chardonnay assez classique que tout le monde connaît qui va vraiment apporter cette fraîcheur très connue de l'effervescent en règle générale. Le pinot noir qui va lui apporter un peu plus de structure et pour moi aussi le pinot meunier qui est très très intéressant et qui est à 39% dans cette bouteille qui va amener vraiment du croquant et un fruité inégalable, je trouve, pour ma part. Ce qui est plutôt rare parce que le pinot meunier en général occupe la plus petite proportion dans un assemblage champenois traditionnel et vous le mettez justement un petit peu plus en avant? Oui, parce que pour nous justement en fait le meunier est un petit peu à tort mis sur le côté. Alors déjà, en termes de vigne, il a un cycle végétatif un peu plus court, ce qui va nous permettre de le vendanger un peu plus tôt et il va débourrer un peu plus tard, donc moins de risque de gel. Et puis en bouteille, on s'est rendu compte qu'en vinification, en fait, il avait sa place, voire plus que sa place dans un assemblage. Super. Bonne dégustation. Bonne dégustation, merci beaucoup. J'ai une belle couleur et des belles petites bulles. Oui, un petit peu œil de perdrix. Une bulle toute fine. Oui, c'est un des commentaires qui revient assez souvent, c'est la bulle très très fine. Très fine, ouais. Mais en nombre quand même. Hein, oui. Le fruit. Le fruit. Oui. On en parlait, mais... Oui, là on le sent. En effet, oui. Le fruité, un peu le chardonnay justement. Ce qu'il faut se dire aussi, c'est que c'est des vignes qui n'avaient que 2 ans. Donc en règle générale, ces premières vendanges sont très acides, peut-être un petit peu dures en bouche. Oui, parce qu'elles attaquent un peu, mais ça reste tellement soyeux après. Exact. Alors qu'en général, justement, avec 2 ans d'âge, ces vignes-là, on doit les doser pour corriger cette acidité. Ici, c'est le contraire. Il n'y a pas eu beaucoup de travail de fait et il n'a pas fallu faire grand-chose. Voilà. Ça doit être une belle surprise. Du coup. Ah oui, complètement. Non, c'est très très bon, c'est très élégant, c'est fin en bouche. Je pense que ça peut faire un... Ouais, c'est une très belle découverte. Oui. Quel dommage. On ne peut pas en acheter. On ne pourra pas en ramener cette fois-ci. Malheureusement. Céline, on va devoir être un peu patiente. C'est ça. Et on aura peut-être des bouteilles dans quelques années. On participera à ce beau projet. Un tout grand merci en tout cas Maxime pour cette belle visite de ces vignes, de ce salon et de ce domaine vraiment exclusif et unique en Belgique. Voilà, on va continuer notre belle dégustation. Oui. Et évidemment, on souhaite beaucoup de succès aux cuvées prochaines au domaine W. Je pense qu'on est sur la bonne voie. Ouais, merci à vous d'être passé. Merci C'était Maxime. un plaisir Merci de vous beaucoup. rencontrer de toute manière. Merci. De même. Merci.